Donc on est très heureux de recevoir ce soir Bernard Quiraud, qui est architecte fondateur de l'agence Bernard Quiraud Architectes Associés, située à Pem en Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est une conférence qui s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences organisé par le domaine d'études Inventer avec l'existant, qu'on a conçu avec Sébastien Magret et qui a accueilli ce semestre Colin Régnier de l'agence Data, Charles-Henri Tachon et Mathieu Berthelot de l'agence Art Berthelot. Donc Bernard, tu es architecte praticien. Tu as exercé dans une diversité de moments et de situations qui font la richesse de ton parcours. Et ta production traduit aussi d'une certaine manière l'évolution de ta pensée, mais aussi des invariants sur lesquels je pense que tu vas revenir. Tu es connu aussi pour une posture affirmée. Tu défends un art de bâtir qui s'appuie sur des fondamentaux, à savoir l'histoire, les cultures constructives ou l'art des proportions. C'est une philosophie que tu as explicitée à travers la rédaction de cet ouvrage qui a été édité aux éditions Causa Mental, qui s'appelle « Simplifions ». Et tu commences en citant Alain Badiou, qui dit « La principale oppression aujourd'hui est de rendre le monde illisible, et c'est en simplifiant le monde de la complexité factice dans lequel il baigne que l'on a une chance de le comprendre, et par conséquent de le transformer. » Alors tu nous diras tout à l'heure comment ça se transpose selon toi à notre discipline. En 2015, donc la même année où tu remportes l'écart d'argent pour le projet de maison de santé à Vézelay, tu crées un séminaire d'étudiants à Pem, donc dans ton village natal où tu vis et tu exerces. En écho à ce qu'avait pu faire à l'époque Luigi Snozzi à Monte Carasso, tu accueilles avec l'association Avenir Radieux une vingtaine d'étudiants, c'est ça, une trentaine, sous la forme d'un atelier de projet pendant 2 semaines, ponctué d'expositions, de conférences et de débats avec les habitants et les élus. Tu proposes ainsi aux étudiants une prise avec le réel pour comprendre les spécificités du lieu. Et surtout, tu proposes une vision politique du métier dont j'espère on pourra reparler tout à l'heure. Chaque séminaire fait l'objet d'une publication qui a été augmentée l'année dernière par cet ouvrage qui est aussi un peu plus théorique d'une certaine manière. Il s'appelle PEM, Art de construire et engagement territorial et qui rassemble une dizaine de conversations qui ont été menées par Emeline Curien avec les intervenants que tu invitais chaque année. Donc aujourd'hui, tu nous as fait le plaisir de clôturer notre semestre d'automne et notamment le jury de master des studios Utopos. Donc cette année, avec François Defrein, nous avons travaillé sur la commune de Parthenay, dans les Deux-Sèvres, qui était une cité médiévale importante, qui est devenue un carrefour commercial au XIXe siècle avec l'arrivée du chemin de fer et qui se pose aujourd'hui la question de son devenir. Donc c'est pour nous un sujet architectural et urbain où on met l'accent sur la thématique du projet avec l'existant qui est pris au sens large des transformations. Nous parlons bien sûr d'espace, mais aussi de temps. En effet, de manière plus générale, les enjeux contemporains actuels, climatiques et sociaux notamment, mettent en critique une pensée héritée du XXe siècle, qui réinterroge nos modes de vie et aussi le sens de notre métier. Donc c'est pourquoi nous, on place cette notion du temps de l'architecture au centre du studio pour que les étudiants aient le temps d'y réfléchir, qu'ils puissent prendre position sur leur projet et qu'ils essayent aussi de la représenter. Donc c'est ce thème que tu as saisi et que tu as donné à ta conférence. Alors je te cède la parole. Encore merci d'être venu et belle conférence à tous. Bon, merci pour cette introduction, merci d'être si nombreux, c'est sympa. C'est pas facile de faire une conférence, surtout quand on vous donne un thème, le temps et l'architecture, mais je vais essayer. En tout cas, j'essaye de ne pas faire des conférences qui soient de simples présentations de projets, mais qui se saisissent de ce thème, de ce thème que l'on m'a donné sur le temps. Alors tout d'abord un peu de présentation. On est une agence d'environ 10 personnes installée dans un village qui est un peu à l'opposé de Nantes presque, dans l'est de la France, tout près de la Suisse. Et on est revenu là après. Moi j'ai une agence à Paris, à Besançon, et puis finalement on s'est réinstallé dans ce village qui est mon village natal, mais je reviendrai sur les raisons de tout ça à la fin, mais ça a été un peu dit, c'est lié à ce séminaire, à cette association qu'on a créée avec l'idée de s'occuper de ce village. Ça, c'est une vue de ce village de Pem qui garde, grâce à l'inondabilité des champs
au pied, au sud du village, un rapport direct avec la campagne que j'aime beaucoup, ce rapport entre la ville et la campagne, et qui me fait beaucoup penser. Évidemment, ça c'est beaucoup plus beau, mais c'est aussi un village qui est très important pour moi parce que j'y suis retourné de nombreuses années, qui s'appelle Pienza en Toscane et qui est vraiment une architecture absolument exceptionnelle, et notamment aussi dans son rapport au grand paysage. Alors j'ai décidé de parler un tout petit peu de ces différentes thématiques, y compris du temps pour apprendre l'architecture. Voilà, ce temps il s'est considérablement raccourci pour vous. Moi je crois que je suis resté au minimum 9 ans à l'école d'architecture. Vous, je crois que vous n'y restez plus que 5. Tout s'accélère, mais il faut du temps pour apprendre l'architecture, évidemment. Mais ça ne s'arrête jamais, vous le savez. En tout cas, je répète toujours un peu la même chose. Pour moi, ce qui est important dans l'apprentissage de l'architecture, c'est dessiner, même quand on dessine mal, mais c'est de se forcer à dessiner, à représenter l'espace. Je reviendrai sur la valeur du dessin à la main. C'est évidemment un architecte, pour se fabriquer sa culture, il doit voyager. Je vois pas, en tout cas, je leur dirai sans doute, mais moi je ne sais pas faire un projet d'architecture sans penser à un autre projet d'architecture. J'ai l'impression que c'est une chose qui se perd un peu, cette lecture de l'histoire, d'aller chercher au fond de sa mémoire des exemples qu'on a pu voir justement dans les voyages. Et évidemment, une chose qu'il faut peut-être rappeler, je ne sais pas si vous le faites, si vos enseignants vous y encouragent, j'espère, mais un architecte, ça doit beaucoup lire. Parce que tous les choix que l'on fait, ils sont quand même en rapport assez étroit avec la théorie de l'architecture, avec des tas d'architectes qui ont réfléchi à ce qu'était l'architecture. Et si on ne lit pas, si on n'a pas ce bagage, ça me paraît aussi très difficile de faire ce métier. L'année dernière, dans l'agence, justement, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette agence, enfin beaucoup, je l'ai dit, on est une dizaine. C'est toujours difficile finalement de se fabriquer une culture commune, de savoir ces gens qui sont là, pourquoi ils sont là, et on essayait de trouver une définition de l'architecte. En tout cas, je leur ai montré ces photos que j'aime beaucoup. Ça, c'est un architecte que j'adore qui s'appelle Franco Albini, qui était associé à Franca Helg. Ce sont des Italiens. Ça, c'est Leverens. Je trouve que ces photos sont très parlantes. Ça, vous le connaissez, c'est Alvar Aalto. Ça, c'est un autre architecte norvégien qui s'appelle Sverfen. Et ça, c'est Louis Kahn. Et je trouve que ce que montrent ces photos, d'une certaine manière, c'est justement ce que j'ai essayé de vous dire à travers la lecture et les voyages, c'est que l'architecte, on pourrait le définir comme ça, c'est une sorte d'intellectuel, parce qu'il doit avoir une culture, mais c'est un intellectuel qui dessine. En tout cas, pour moi, le dessin, je ne dessine pas bien, mais voilà, c'est très, très important. C'est les moments où, quand j'arrive à dessiner dans une ville, n'importe où, dans un café, c'est toujours des moments de grand plaisir. J'insiste un tout petit peu sur une chose qui peut-être pour votre génération va paraître un peu vieux jeu, mais qui pour moi est importante. Je trouve que l'ordinateur a changé considérablement quand même. On n'en parle pas assez, mais on commence à en parler. Il y a notamment quelqu'un qui s'appelle Karim Bazbouz qui a écrit des textes sur ce sujet. L'ordinateur a changé quand même notre rapport à l'architecture. Moi, je suis assez persuadé que la main, quand on dessine à la main, elle trouve des choses que le cerveau n'a pas le temps de conceptualiser vraiment. En tout cas, elle a parfois une avance sur la réflexion. Et évidemment, avec l'ordinateur, tout est différent parce que les choses doivent être justement pensées en avant pour pouvoir être dessinées. Et je suis assez d'accord avec cette phrase que vous pouvez lire, je n'ai pas besoin de lire, mais qui insiste sur le rapport entre la pensée et la main, justement. Dans le même genre, il y a un autre ouvrage que je vous conseille, qui s'appelle La main qui pense et qui dit un peu la même chose, ce rapport évident entre la main, le cerveau, la main qui va chercher finalement, en tout cas inconsciemment, dans le cerveau, justement, ces souvenirs de voyage, ces souvenirs de lecture, ces images qu'on a pu voir, ces impressions et ces atmosphères qui surgissent bien souvent
et j'insiste là-dessus, bien souvent de manière inconsciente. Pourquoi? Parce que vous le savez, c'est pas moi qui l'ai dit, beaucoup d'architectes l'ont dit, notamment Luigi Snozzi. Là, c'est pas Luigi Snozzi, mais c'est un architecte que j'adore qui s'appelle James Stirling. Parce que finalement, voilà, vous le savez, à très peu de choses près, on n'invente rien et on ne fait que réinventer les choses. C'est-à-dire que les situations dans lesquelles on se trouve pour faire de l'architecture, finalement, ce sont les mêmes que celles où se sont trouvés ces architectes qui ont construit, par exemple, cette ville de Pienza. Donc à chaque fois, on réinvente les choses, mais on ne les invente pas. L'architecte, c'est pour ça que je mets toujours cette photo, l'architecte, c'est une sorte d'éponge qui, justement, à travers ses voyages, ses lectures, ses dessins, enregistre. Alors maintenant, je vais juste dire ce que moi j'ai appris, que je ne considère pas du tout comme forcément généralisable, mais ce qui est important pour moi, et ce que j'ai appris à la fois à l'école, mais à la fois par la suite. Il y a une chose qui est très importante, c'est cette histoire de l'architecture qui a deux origines. Ça, c'est connu, c'est dans l'histoire de l'architecture. On dit toujours, voilà, l'architecture, il y a il y a le nomade qui a inventé la tente, hein, c'est-à-dire une architecture qui est de l'ordre du textile. Et puis, il y a aussi l'invention de l'architecture d'un point de vue structurel, c'est-à-dire c'est la cabane, on coupe des arbres dans la forêt et on construit une charpente. Moi, je crois à ça, dans la mesure où je pense que tous les architectes, que j'aime en tout cas, mais je pense beaucoup d'architectes qui sont arrivés à un certain niveau, ont bien ça conscient dans leur tête et sont toujours en train d'osciller de l'un à l'autre. Et ceux qui m'émeuvent le plus sont ceux qui parviennent à être entre les deux. Hein, vous voyez, vous avez des architectes, j'aime beaucoup par exemple Livio Vacchini, mais c'est un architecte qui est complètement du côté de la structure, c'est-à-dire tout bâtiment est une structure. Même si c'est la moindre maison de pêcheurs, ça sera quand même une structure. C'est pour ça que je mets cette image. Par exemple, à gauche, c'est une bibliothèque de Herzog et de Meuron, hein, où là, c'est le degré zéro de l'expression de la structure, justement de cette origine structurelle, puisqu'au contraire, c'est une paroi en béton et en verre sérigraphié avec des images des livres qui sont à l'intérieur de cette bibliothèque. C'est une bibliothèque en Allemagne, je crois. Et à droite, c'est ce gymnase de Livio Vacchini dont je parlais, qui n'est que pure structure. Et par exemple, cette bibliothèque de Stockholm, que vous connaissez peut-être, de cet architecte qui s'appelle Asplund, voilà, je trouve que c'est un bâtiment qui est assez merveilleusement entre les deux. C'est-à-dire qu'à la fois cette grande coupole blanche, enfin ce grand cylindre blanc qui couronne cette salle de lecture où je vous engage d'aller la voir parce que c'est un bâtiment exceptionnel, mais il y a d'autres choses à voir à Stockholm. Mais on voit à travers la lumière les traces de la maçonnerie derrière la blancheur. Et je trouve que enfin moi ça m'émeut beaucoup, cette surface très abstraite, mais qui quand même révèle quelque part le mode constructif en maçonnerie. Deuxième chose qui est très importante pour moi, que au début, étudiant, je voyageais, j'allais en Italie, j'allais ailleurs, mais je voyais des bâtiments classiques et finalement, je ne comprenais pas ces bâtiments. Ça me laissait froid, j'adorais. Moi, j'ai fait toutes mes études avec Henri Seriani, que certains connaissent peut-être. Mais en tout cas, voilà, j'adorais l'architecture moderne, mais dès que c'était un peu plus ancien, j'avais beaucoup de mal en étant étudiant. Jusqu'au jour où j'ai compris, en tout cas, encore une fois pour moi, que l'architecture, c'était l'expression des forces excédentaires de la forme. Ça, c'est l'ornementation, il dit, c'est historien qui s'appelle Wolflin, et théoricien de l'art. Mais je trouve que c'est très vrai, finalement. C'est que tous ces bâtiments classiques, ils sont une espèce de discours, tous ces ornements, ces pilastres, ces arcs, ces tympans, etc. C'est un discours sur la descente de charge. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on fait un bâtiment? Finalement, on le voit avec ce poteau, on n'a rien d'autre à faire que d'essayer de ramener les charges au sol. Et ça peut être extrêmement subtil, comme dans ce palais Rucellai d'Alberti, où toutes les formes, d'une certaine manière, tout ce que Wolflin appelle ornementation, lui, peuvent se ramener à cette histoire de comment les forces
les bandeaux appuient, les planchers appuient sur les murs et forment une sorte de renflement, comme si c'était une force, quelque chose qui sortait vers l'extérieur et forme ces corniches, etc., etc. On pourra en reparler. Mais quand on comprend que finalement notre métier, c'est cette expression des forces, de donner à comprendre ces forces, l'architecture peut devenir une sorte de langage que tout le monde peut comprendre. Parce que n'importe qui se promène face à une architecture vernaculaire peut comprendre ce que c'est qu'un linteau, un encadrement de fenêtre, à quoi ça sert et en quoi ça résout justement ce problème des forces et de la gravité. Troisième sujet qui est très important pour moi, et j'espère pour vous, même si c'est un sujet qui a beaucoup disparu, je m'en aperçois, des écoles d'architecture, c'est ce thème des proportions. Je trouve aussi cette phrase très vraie. L'essence de l'art et de l'architecture est le nombre, la mesure, la proportion. C'est seulement à travers eux que le sublime trouve à s'exprimer. C'est-à-dire si quelquefois l'architecture peut être un art, c'est sans doute à cause de ses proportions. On voit cette villa à gauche, un dessin de la Villa Mérea d'Alvar Aalto, qui est connue comme étant une œuvre très libre, très organique, mais on voit qu'en réalité, elle est totalement déterminée par des tracés régulateurs et des systèmes de proportion très précis. Je montre aussi toujours cette diapo pour illustrer ça, parce que je trouve ça assez vrai, c'est-à-dire qu'on dit que Le Corbusier téléphonait ses bâtiments en Inde, c'est-à-dire qu'il parlait à ses collaborateurs depuis Paris, quand il n'était pas en Inde, en téléphonant des suites de nombres. Je trouve que c'est un assez bon exemple de ce pouvoir des proportions. Et si on regarde cette image des King Go House, qui sont un projet de Jörn Utzon, on peut très très bien dicter ce bâtiment justement à quelqu'un qui trace un trait où on lui dit tu fais 3,66 m à gauche, tu remontes d'1,13 m, etc., etc. Et les proportions, c'est quelque chose qu'on oublie. C'est une qualité de ce bâtiment, de proposer des espaces hauts qui sont capables d'accueillir beaucoup de monde. Et on a un peu perdu ça. Si vous lisez un programme aujourd'hui, tous les espaces font la même hauteur. Une salle de classe fait 3 mètres de haut, ce qui n'a jamais été le cas auparavant, où les espaces, notamment chez Palladio, vous savez que Palladio a écrit un livre qui s'appelle Les 4 livres de l'architecture, où il dit clairement que voilà, la hauteur d'un espace dépend de sa largeur. Enfin, un autre point qui a été très important pour moi, c'est la découverte de l'architecture des pays scandinaves, et notamment la lecture de ces écrits de Christian Norbert Schulz, que je vous conseille, Genius Loci, Habiter, qui sont des écrits qui montrent comment l'architecture, bien qu'étant quelque chose qui relève de l'universel, justement d'une culture qui est partagée, elle peut être aussi très très ancrée dans le local, comment par ses proportions, justement, les proportions, je crois que c'est Viollet-le-Duc qui dit ça, il n'y a pas plus local que les proportions. Pourquoi? Parce qu'elles dépendent des modes constructifs, elles dépendent du climat, etc. Et c'est des livres qui ont été très importants et qui montrent comment l'architecture peut justement concrétiser un site, c'est-à-dire le révéler, le construire, comment en choisissant un mode constructif, on concrétise un site très précis. C'est ce qu'il dit en disant « L'architecture existe lorsqu'un milieu en son entier se rend visible. Le caractère d'une œuvre est donc déterminé avant tout par le type de construction adopté. » Je montre aussi toujours cet exemple d'une villa de cet architecte Zwerfen dont j'ai montré la photo tout à l'heure, où on a l'impression, j'ai visité cette maison par chance, et ça ne m'intéressait pas du tout d'aller la voir, j'y suis allé en râlant, mais quand on est sur place, c'est justement assez génial, parce qu'on a vraiment l'impression que cette maison, elle concrétise un site, le béton est fabriqué avec le rocher, la charpente est fabriquée avec les bois autour, il y a une espèce de logique incroyable entre le milieu, le contexte et le mode constructif qui a été choisi. Pour ma génération, ce bâtiment, qui sont, pour ceux qui ne sauraient pas, les termes de valse de Peter Zumthor,
Je crois que ça a été un bâtiment très très important pour nous. Vous êtes beaucoup plus sans doute baigné là-dedans maintenant, mais pour nous et pour moi qui avait eu un enseignement très abstrait de l'architecture, c'était l'architecture moderne, les villas blanches, Le Corbusier, etc., etc. La question de la matière, de la matérialité était peu présente. Avec ce bâtiment de Zumthor, je crois que pour ma génération, ça a été vraiment un choc parce qu'on a d'un seul coup découvert une architecture justement qui était à la fois très très belle, absolument très très, comment dire, très raffinée, et à la fois profondément ancrée dans le lieu où elle a été construite, notamment à cause de son principe constructif, en tout cas de sa typologie, on pourrait presque dire. Bien sûr, il y a aussi la matérialité, puisque les pierres sont issues des carrières locales. Mais j'aime beaucoup ce bâtiment parce que je trouve que finalement, c'est une traduction de ces petits greniers à grains qu'on voit sur le croquis à gauche. C'est-à-dire c'est le même principe, hein, c'est des piles, et puis entre ces piles, un remplissage. Dans un cas, c'est du bois, dans l'autre cas, c'est du verre. Et ces piles qui portent un toit, et c'est la même chose chez Zumthor. Mais chez Zumthor, il y a aussi, et c'est ça que j'aime dans l'architecture, il y a aussi ce rapport à la culture universelle, justement, de l'architecture. Et je pense que quand il a conçu ces piliers qui portent ces tables en béton avec la lumière qui se faufile entre les deux, il n'a pas pu ne pas penser, même inconsciemment, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, à ce projet non construit de Louis Kahn pour la synagogue de Jérusalem, qui, pareil, est constitué de poteaux qui portent des tables en béton qui sont là, tronconiques, et avec la lumière qui passe entre ces différentes tables. Et c'est ainsi que ce bâtiment des Thermes de Vals, il est justement entre cette dimension locale et cette dimension universelle. Et voilà, je ne prétends pas que ce soit un sujet que doivent partager tout le monde, mais moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est que l'architecture ne perde pas ce lien avec le local, que quand on est à Nantes, on n'est pas à Paris et on n'est pas à Dijon. Et je pense que l'architecture, en tout cas pour moi, doit rendre compte de ces différences. Alors, il faut du temps pour apprendre l'architecture, il faut toute une vie. Vous savez qu'on disait toujours, enfin, en tout cas moi, mon enseignant Siriani disait toujours, mais je crois qu'il y a d'autres qui l'ont dit avant lui, on n'est pas architecte avant 50 ans. Je trouve que c'est assez vrai. Et il faut aussi du temps pour la penser. Malheureusement, comme je le dis dans le petit texte qu'on m'a demandé d'écrire pour présenter la conférence, on a de moins en moins de temps pour la penser. Parce que bien souvent, on est pris dans un système de commandes, de concours, où on doit faire un projet en 6 mois. Mais je crois que c'est très, très difficile de faire un projet en 6 mois. Et quand on voit cette petite maison de Louis Kahn dans les environs de Philadelphie, justement, on s'aperçoit que cette maison, il a mis 7 ans pour la construire, la concevoir et la construire. Et ce bâtiment que j'aime beaucoup aussi, qui est d'un architecte espagnol qui s'appelle Rafael Moneo, à Murcia, dans le sud de l'Espagne. On voit la quantité de maquettes, ce temps aussi, plus de 7 ans pour arriver au bout de ce projet, et la quantité de maquettes d'études. Il faut beaucoup, beaucoup de temps pour concevoir. Il faut aussi du temps pour construire, évidemment. Et là aussi, on est pris dans cette accélération où les choses doivent aller toujours très vite. Et c'est pour ça que j'aime bien revenir aussi par moments, grâce à la rencontre notamment avec Gilles Perrodin, à cette construction très archaïque qui consiste à assembler par exemple des blocs de pierre. Et il faut beaucoup de temps pour faire ça, mais c'est retrouver un certain plaisir du chantier, justement de la temporalité du chantier. Le chantier, c'est important. J'espère que vous y prendrez beaucoup de plaisir. En tout cas, moi, c'est un des moments préférés presque de la vie d'un architecte. De plus en plus, je suis assez d'accord avec Fernand Pouillon, qui dit la vie d'un architecte, c'est d'être sur le chantier, c'est même d'être en rapport direct avec les ouvriers, c'est même d'être soi-même entrepreneur. C'est la vraie vie d'un architecte. Voilà, vous pouvez trouver cette phrase exagérée, mais en tout cas, moi, en vieillissant, j'en parlerai tout à l'heure, je trouve que c'est bien, c'est une bonne perspective.
Et les chantiers, c'est aussi exceptionnel parce que justement, on rencontre des gens parfois exceptionnels qui sont capables de construire ce que vous avez dessiné avec passion. C'est le cas de ce chef de chantier qui a construit cette maison qui est faite en strates de béton. C'est très complexe. Il a fallu 18 mois pour construire le béton de cette maison. Il l'a fait avec une passion extraordinaire. Parce qu'il faut aligner toutes ces lignes, y compris toutes les contraintes de ferraillage, etc. Et puis l'architecture, il lui faut aussi du temps. En tout cas, il faut qu'elle soit conçue pour se bonifier. Vous savez que de plus en plus, on démolit des bâtiments qui sont très très récents, qui ont des fois moins de 30 ans. Voilà, je trouve que c'est bizarre. C'est aussi parce que l'architecture, elle est bien souvent construite pour ne pas durer ou mal construite et donc elle ne peut pas durer. Et je trouve que les bons architectes, par exemple, ça c'est un escalier d'Alvaro Siza, ça c'est un petit pavillon de tennis de Fernando Tavora, pas très loin. Et ce sont des architectures qui ont 50, 60, 70 ans et qui sont toujours là, qui se patinent, dont les matériaux vieillissent bien, que l'on peut entretenir facilement. Ce sont des architectures qui acceptent justement cette patine du temps qui les rend de plus en plus beaux, d'une certaine manière. Et vous connaissez la phrase d'Auguste Perret qui disait « L'architecture, c'est ce qui fait de belles ruines ». On peut ne pas la partager, mais je suis assez d'accord avec cette phrase. Et justement, on revient bien au thème de la structure, c'est que voilà, quand il reste que la structure, la ruine, c'est quand il reste plus que la structure et que le revêtement a totalement disparu en général. Ça, c'est une image assez drôle d'un concours que l'on a perdu d'un immeuble, je ne citerai pas les architectes, qui est construit dans un écoquartier à Besançon, où il y a un camion qui a dû rater un peu le virage. Mais on voit que pour un éco-quartier, tout ce polystyrène, toute cette manière de construire l'architecture, c'est clair, ça ne fera jamais de très belles ruines. L'autre dimension, je ne sais pas si en tant qu'étudiant vous y êtes très sensible, mais elle a un rapport avec les livres et avec les voyages. Voilà, comme je disais, je ne sais pas faire un bâtiment sans penser à un autre, sans penser justement à un architecte. Voilà, moi j'ai des sortes de modèles dans ma vie d'architecte et j'ai souvent l'impression que c'est quelque chose, alors peut-être c'est moi qui suis un peu pessimiste, mais j'ai souvent l'impression que c'est quelque chose qui disparaît. Par exemple, il y a beaucoup d'architectes dont on n'a jamais, on les entend jamais dire, voilà, j'ai fait ce bâtiment en pensant à celui-là, ou mon modèle en architecture, c'est Louis Kahn, ou je sais pas quoi. Il y a cette dimension de la reconnaissance que l'on a justement, parce qu'on n'invente rien, pour les architectes du passé qui me semble dangereusement disparaître. Hein, on pourrait parler du palais de justice de Nouvelle à côté, qui est, voilà, à mon avis, son meilleur bâtiment. Je ne les ai pas tous vus, mais et Dieu sait que j'aime pas beaucoup d'habitude Jean Nouvel, mais voilà, c'est un bâtiment un peu missien d'une certaine manière. Mais je ne suis pas sûr qu'il l'ait dit. Alors que tous les architectes, en tout cas que j'aime, ça ce sont des dessins de Louis Kahn. On voit bien qu'un architecte, en tout cas, ça visitait des sites, ça allait voir d'autres architectures. Et tout le monde sait que Louis Kahn, par exemple, il a vraiment, justement, après 50 ans, commencé à faire son architecture, celle qu'il a rendue célèbre par la suite. Il a fait cette architecture parce qu'il a à la fois visité Carcassonne, il a à la fois visité les thermes de Caracalla à Rome, et il a changé complètement de manière de faire l'architecture après ce voyage en Europe. Moi, j'ai eu comme maître, voilà, parce que je lui reconnais ce nom, Henri Sciariani, qui a été sans doute, contrairement à vous, moi je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, moi j'ai fait toutes mes études avec la même personne pendant 7 ans, plus le diplôme encore au moins 2 ans. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris.
je montre cette photo parce que c'est juste un voyage d'étudiant, justement. Je crois que le premier bâtiment d'architecture que je suis allé voir, me demandez pas pourquoi c'était celui-là, étudiant en architecture en première année, alors que je connaissais rien et que je suis pas du tout d'une famille d'architectes. C'était ce bâtiment de Ricardo Bofill à Barcelone, qui s'appelle Valdenset, qui est un bâtiment de logement absolument stupéfiant, que je suis retourné voir plusieurs fois par la suite. Voilà, c'est parce que je sois fanatique de Bofill, mais j'en reparlerai tout à l'heure, vous verrez pourquoi. Mais ce bâtiment est absolument incroyable. On se demande comment quelqu'un peut penser cette complexité. C'est vraiment fou. Mais plus sérieusement, je suis très très sensible justement à tous ces architectes italiens, notamment ici, c'est un architecte qui s'appelle Ignazio Gardella, qui est un peu un contemporain de Albini, dont j'ai montré la photo tout à l'heure. Parce qu'en France, il y a une espèce de rupture. Pérodin en parle beaucoup mieux que moi. Il dit que la technocratie du béton s'est emparée du système des filières constructives en France, qu'on a jeté la pierre, qu'on a jeté la brique et qu'on n'a plus fait de bâtiments qu'en béton. Alors qu'en Italie ou en Espagne, il y a plein d'architectes qui sont restés quand même très très sensibles justement, tout en étant extrêmement modernes, voilà pour le dire bêtement, qui sont restés extrêmement sensibles aux particularismes locaux et notamment à des modes constructifs et à des matérialités qui sont spécifiques à la Toscane, à la Vénétie et à d'autres régions en Italie. Et moi, j'ai beaucoup appris de ces architectes parce que on comprend que peut-être il y a une autre modernité à côté de laquelle on est passé en France. Évidemment, il y a Alvaro Siza, qui est un architecte voilà, que j'aime beaucoup aussi, parce que c'est un architecte, quand on l'envoie au Japon, il ne fait pas la même chose qu'en Hollande, il ne fait pas la même chose qu'en Allemagne ou dans son pays, le Portugal. Et je trouve ça très, très impressionnant, cette capacité. Je parlais de Pérodin, ça a été une rencontre plus récente, mais aussi importante dans ma vie. On l'a invité au séminaire de PEM, d'architecture, dont je parlerai tout à l'heure. Il nous a invités à visiter son chai, il nous a donné au moins 200 litres de vin pour le séminaire. Et ça a été une rencontre assez enthousiasmante. J'ai compris plein de choses, je crois. Et j'aime bien cette phrase de lui qui dit qu'en suivant nous-mêmes des règles très strictes qui nous laissent seulement le choix entre des pierres debout ou des pierres couchées. Vous avez vu la photo du chai ou même ce croquis. Voilà, c'est des pierres debout, des pierres couchées. Nous abordons la question de la forme d'une manière bien particulière. Ce qui est important, c'est le rythme, les proportions, la lumière, la matière, l'ordonnancement. La forme architecturale n'est que l'incarnation d'un esprit dans la matière. Elle ne peut être une fin en soi. Je trouve cette phrase, elle est peut-être plus importante qu'on ne peut le penser comme ça. C'est-à-dire que voilà, quand on est architecte, on se pose sans arrêt des questions de forme. Quelle forme je vais donner à ce bâtiment, à cet espace? Mais à partir du moment où on comprend que l'architecture, c'est l'art de la construction, c'est-à-dire c'est choisir un mode constructif et à partir de la logique de ce mode de constructif, de dessiner des espaces, de dessiner une forme, ça inverse beaucoup de choses. Il y a une phrase très, très bien, je trouve, qui dit, je crois que c'est un professeur qui s'appelait Bressler qui a dit ça, qu'en Suisse, attendez, je vais dire une connerie parce que je vais le dire à l'envers. En France, on construit un dessin et en Suisse, on dessine une construction. Ça, c'est assez vrai. Et puis, je vais passer ça parce que ça, c'est trop déprimant pour vous. C'est sur l'espoir qu'on peut avoir de l'architecture. Est-ce que l'architecture, ça intéresse encore des gens, par moment, on peut en douter. Mais je dirais que, en tout cas, on pouvait en douter, mais je suis plutôt optimiste, moi. Maintenant, je trouve que, justement, il y a une espèce d'ouverture, il y a un intérêt de la jeune génération, il y a un intérêt sans doute de votre part, justement, pour que ces questions de matière, de construction, qui font qu'on peut peut-être espérer une sorte de renouveau de l'architecture. Parce que ces architectures-là, qui ont été des architectures iconiques pour en tout cas le territoire français, puisque c'est des architectures qui sont dessinées par nos deux Pritzker Prize nationaux,
ce sont des architectures, je trouve, qui ont éloigné considérablement l'architecte de son public, du commun des mortels, parce que c'est des architectures, franchement, on n'y comprend rien. On ne sait pas en quoi elles sont construites, on ne sait pas pourquoi ces formes, on ne sait pas quelle est leur logique, justement, par rapport à ce rapport à la gravité, à la construction. Et les bâtiments se sont beaucoup complexifiés. Là, c'est une image à gauche de la villa Sarabhai de Le Corbusier en Inde. Si j'agrandissais ce plan, vous verriez qu'un mur, c'est 2 traits seulement. Et vous voyez à droite un détail aujourd'hui de ce qu'est une construction bois entre les pare-vapeurs, les machins, etc. C'est devenu une folie, quoi. Hein. C'est un mur, c'est devenu 40 traits au lieu de 2. Et c'est une chose à laquelle on doit réfléchir. Parce que l'architecture, finalement, quand elle est toute simple, comme dans cette œuvre incroyable qu'est la Villa Katsura, la photo est un peu sombre, mais je veux dire, c'est des choses qu'on peut comprendre très bien. Pourquoi le poteau appuie sur une pierre pour s'éloigner de l'humidité, que ce poteau porte une poutre, qui lui-même porte des chevrons, qui eux-mêmes portent le toit, qui a une structure, qui a un remplissage, justement. Et je cite toujours cette phrase de Zumthor qui dit « Personnellement, je continue à chercher dans les choses rudimentaires qui font l'architecture, les matériaux, la construction, les éléments porteurs et portés, le ciel et la terre. Je continue à chercher la confiance en des espaces qui peuvent être de vrais espaces. » Ça, c'est plus récent, parce que voilà, c'est une visite de ces architectes qui s'appellent H. Architectes en Espagne et qui, justement, arrivent à construire des murs avec 2 traits. Et c'est des choses qui m'intéressent beaucoup aujourd'hui. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce tout petit bâtiment qui a une cuverie. Il faut que j'aille vite parce qu'on m'a dit que les lumières s'éteignaient d'un seul coup. Et puis, si vous avez des questions, il faut en laisser un peu. En tout cas, voilà, pour résumer, moi, j'aime bien dire que l'architecture, c'est l'art de la construction et que peut-être on l'a un peu trop oublié, que son sujet, c'est l'expression des forces. Hein, on le voit sur ce croquis d'un temple. Je crois que c'est pas Istum. Donc, voilà, c'est clair que l'architecture, elle sert à descendre des forces jusqu'au sol et à lutter contre la gravité, que les proportions et la géométrie sont ses principaux outils et que sa subtilité, justement, elle tient au juste équilibre entre la structure, entre ce qui est de l'ordre de la structure et ce qui est de l'ordre du revêtement. Alors, quelques projets rapides pour illustrer tout ça. En premier lieu, cette histoire de concrétiser un site. Là, c'est pas à travers la matière, ça c'est une petite école qui est déjà assez ancienne, hein, qui a été construite en 2003. Et voilà, il fallait faire très vite, justement. C'est un truc qu'on a dû concevoir très vite et construire très vite en moins de 6 mois. Mais elle rend compte, voilà, elle concrétise le site dans le sens où elle rend compte de paysages. À la fois, il y a ce préau hein, qui pèse sur la tête des enfants et qui est en référence aux collines du Jura, au premier contrefort du Jura derrière. Et puis, il y a aussi la partie des salles de classe à l'arrière qui est une horizontale et qui est, voilà, puisque ce paysage est à la rencontre de ces premiers contreforts avec ces collines et de la plaine de la rivière Lognon. Et donc, le bâtiment est fait à la fois avec cette courbe et cette horizontale. Et je pense que les enfants, ça, c'est des choses, voilà, ça sert à rien de leur raconter, mais je pense que quand ils viennent à l'école, forcément, ils doivent quelque part sentir ce rapport de leur école et du paysage qui l'environne. Évidemment, c'est aussi une référence un peu à ce bâtiment de Cisa que j'avais visité juste avant. Ça n'a rien à voir, structurellement, ça n'a absolument rien à voir. Mais c'est quand même l'idée que le ciel vous tombe sur la tête, comme on dit justement chez, je crois, Astérix et Obélix. 3 projets distants de 10 ans sur le même terrain. C'est très rare qu'un architecte ait la chance de faire ça. Voilà, j'ai construit il y a plus 25 ans, bientôt 30 ans, cette petite maison au centre en bois pour un ami paysagiste qui était conçu comme une longue vue pour découvrir le paysage. Cette maison a été rachetée, transformée en bureau. Les gens qui l'ont rachetée avaient beaucoup plus de moyens. Ils nous ont demandé de concevoir leur maison, puisque la première était transformée en bureau,
qui est le bâtiment qui est à moitié enfoui sous la terre qu'on voit au premier. Et puis au fond, après, les bureaux s'étant révélés trop petits, nous ont demandé de construire un autre bâtiment qui faisait suite justement à la rencontre de Pérodin, qui est un bâtiment beaucoup plus simple, qui occupe un angle parce qu'il ne restait plus beaucoup de place sur le terrain et qui est construit en pierre. Une photo de cette première maison qui est faite en référence justement, c'était l'époque où en France on découvrait Glenmurcutt, ces maisons très longues, souvent détachées du sol, qui laissent le paysage filer. Et là, plutôt que d'être ouverte sur le grand côté, comme souvent chez Murcutt, elle est ouverte sur les deux petits côtés comme une sorte de longue vue. Il n'y a pas de rapport dans cette architecture, c'est une sorte de geste. Et le mode constructif, même si j'aime beaucoup toujours cette maison, c'est comme une sorte de cabane dans les arbres. Et elle ne porte pas justement de discours sur la descente de charge. Le bardage est quelque chose d'abstrait. On voit la superposition de la maison avec justement une ruine à côté où tout le monde peut bien comprendre ce que c'est qu'un encadrement de fenêtre et un linteau. Et cette maison, elle a été publiée dans des ouvrages de construction bois, mais vous voyez qu'en réalité, elle est en métal. Donc à cette époque, ce n'était pas encore des problèmes que l'on se posait. Par la suite, donc, on a dû concevoir cette maison qu'on a appelée terrier, puisque à l'inverse de l'autre qui est suspendue dans les arbres, celle-là s'enfouit sous le sol. On l'a conçue en référence au béton. Voilà, juste cette empreinte du béton de cette chapelle de Zumthor, de cette idée qu'on n'a pas les moyens du tout dans le territoire où on se trouve, ni de se payer, ni de trouver une entreprise capable de faire du béton à la Tadao Ando, et donc de faire cette espèce de béton paysan coulé par strates, mais qui, comme je le disais tout à l'heure en montrant la photo du chef de chantier, réclame une grande science. Voilà, ça c'est les plans. Je n'ai pas le temps de parler des plans, mais voilà, c'est très important les plans pour moi. Je trouve qu'un plan, c'est comme une sorte de tableau, justement, grâce aux proportions. Et que voilà, le projet, il est bien, il est jamais bien. Mais disons qu'il commence à être bien quand vous pouvez regarder ce plan et que vous trouvez que les choses sont équilibrées, que voilà, que le plan est entre guillemets beau. Donc on voit cette maison qui est, contrairement à l'autre, qui est une pure image. Yannick disait toujours aussi qu'il y avait deux manières de faire un projet. Soit vous partez d'une image préétablie, et c'est le cas de cette maison en bois, c'est-à-dire la volonté de faire cette maison fine. Soit au contraire, vous partez de la pièce, de l'intérieur, et vous assemblez ces pièces, et finalement vous arrivez à une construction dont l'image extérieure n'est pas forcément fondamentale. Ça, j'en ai pas parlé avant, mais je pense que c'est très vrai dans la manière de faire un projet. On ne fait pas forcément l'un et puis l'autre, mais on fait toujours les deux en même temps. Mais en tout cas, j'aime bien montrer ces deux projets parce qu'autant la première est issue d'une idée voilà, qui préexistait avant tout, cette idée de ligne qui flotte sur le terrain, et l'autre comment dire, advient du résultat d'un travail sur l'espace intérieur avec ce mode constructif où l'idée, là par contre, c'était vraiment d'avoir du béton à l'intérieur et à l'extérieur, de ne jamais voir l'isolant. Ça non plus, on n'a pas le temps d'en parler, mais l'isolant, c'est un truc terrible dans l'architecture, je trouve, qui a tué une grande partie de l'architecture. Et voilà, tout notre travail, souvent, c'est d'essayer de faire disparaître l'isolant. Et là, comme vous le verrez, il disparaît complètement. Donc la maison, elle est enfouie sous le terrain. Et vous voyez qu'à l'intérieur, c'est la même façade en quelque sorte que l'extérieur. C'est la même texture de ce béton rustique, qui est même pas vibré, qui est vraiment un béton très très grossier. Mais comme il est très soigneusement calpiné, très soigneusement construit par ce chef, voilà, c'est d'une assez grande qualité. Après, il y a tout un travail de menuiserie qui évidemment réchauffe l'espace. Le béton, on le sait, c'est souvent froid. En tout cas, ça donne des atmosphères assez froides. Voilà, c'est une maison, c'est assez exceptionnel qu'on ait pu faire une maison de cette taille et de cette importance. Enfin, le troisième bâtiment, comme je le disais, c'est un bâtiment en pierre
qui a fait suite, oui, je crois que ça a vraiment fait suite avec la rencontre de Pérodin. Après le séminaire, on a eu cette commande, toujours sur le même terrain, les mêmes clients, et on a dit, on va faire de la pierre. Et ça a été une très belle aventure parce que c'est aussi, je parlais du plaisir du chantier, mais je peux vous dire que quand vous voyez les gens qui assemblent ces cailloux, voilà, ils sont heureux de le faire aussi, beaucoup plus heureux, bien souvent, que quand ils coulent du béton. En tout cas, c'était la première fois pour eux. Donc c'est un bâtiment très simple qui fait l'angle, qui cadre en quelque sorte, qui accueille les deux autres bâtiments qui sont très proches. On voit à droite la maison en bois et qui sont précédés d'un portique qui permet de protéger du soleil et d'accueillir la rampe d'accès. À l'intérieur, une matérialité très simple aussi, les murs en pierre, la dalle en béton, le sol en bois, les menuiseries en bois, etc. Ce sont des bureaux. Donc c'est notre première expérience avec la pierre. Rapidement, un projet en béton. Je montre cette photo parce que c'est ce que je disais, c'est l'idée, c'est aujourd'hui, en tout cas, ce qui m'obsède un peu, c'est toujours essayer de construire une architecture dont les murs ne seraient faits que 2 traits. En réalité, dans la maison en béton, il y a bien plusieurs traits parce qu'il y a un isolant coincé dans l'épaisseur du béton qu'on ne voit jamais. Mais c'est au moins l'idée de faire l'architecture la plus monolithique possible, qui faisait suite là aussi à un voyage. Je fais toujours des bâtiments en référence à d'autres, qui était la découverte d'un bâtiment de Valerio Giatti en Suisse, qui est la maison du parc naturel suisse, qui est un bâtiment qui est complètement monolithique, en béton intérieur et extérieur, mais qui est fait avec une chose qu'on n'a pas réussi à faire nous, avec un béton qui contient des agrégats isolants. Alors que nous, on a fait un bâtiment tout en béton, mais encore une fois, en enfermant un isolant, comme on le voit sur le système constructif. Ce bâtiment est traversé d'un passage public, et ça donne donc, c'est une mairie, donc il y a ce côté du béton qui peut être à la fois assez doux, hein, une paroi, et puis à la fois contenir un ordre qui exprime le caractère public. Ce passage, il est fait pareil, on n'invente rien. On devait relier une école qui était plus haut. Évidemment, on aurait pu contourner le bâtiment, mais j'ai pensé à ce bâtiment de James Stirling que j'adore, même si voilà, il est totalement post, comme on dit, et qui est le musée de Stuttgart, où le musée est traversé par une promenade publique en son centre. Toujours ce travail de la menuiserie pour la salle des mariages. Voilà les ambiances que ça donne. Ça, c'est le bureau du maire. Évidemment, pour faire un bon bâtiment, il faut un bon maître d'ouvrage. Et là, c'est la photo du maire, qui était un type assez extra, qui travaillait à la DDT, que l'on regrette aujourd'hui, maintenant qu'on n'a que des AMO à la place de la DDT, etc. Ça, c'est pour ceux qui ont connu la période de la DDE ou de la DDT. Ça, c'est le projet de Vézelay, où voilà, c'était un programme un peu important dans ce village qui n'est habité que par des résidences secondaires qui tirent sur le moindre permis de construire. Donc, on était très, très surveillés. La première idée, ça a été de faire un peu ce que conseille CISA, c'est-à-dire quand il dit CISA, l'architecture est une question de mesure. Bon, ben, c'était de casser le programme en plusieurs bâtiments pour le mettre à l'échelle de ce site assez merveilleux et de cette architecture de la colline de Vézelay. Donc le bâtiment, il est juste en bas, on voit juste ses toitures. Et puis ça a été un moment important aussi, parce que pour moi qui avait une éducation syrianesque moderne, voilà, j'ai découvert que finalement, bon, là on n'avait pas le choix, on était tellement sous la pression des ABF, etc. On s'est dit, au bout d'un moment, on a tenté plein de projets, puis au bout d'un moment, on a dit, on va faire des parallélépipèdes avec une toiture à 2 pentes. Et ça a été douloureux, mais une fois que c'est fait, ben, c'est fait. Et ça me gêne beaucoup moins maintenant. Mais vous voyez que dans ce bâtiment qui est construit en bois, justement, il y a à la fois, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais je trouve que la structure, quand on dit l'architecture peut avoir une expression structurelle, en général, c'est réservé aux équipements publics. Dans une ville, quand vous êtes
À Sienne, vous voyez tous ces bâtiments en briques, voilà, qui sont les logements qui sont relativement anodins, qui ne portent pas de discours sur la structure, si ce n'est que l'on voit que c'est la superposition d'une brique et une brique. Et puis, vous voyez bien que les églises, les palais de justice, etc., dans une ville, c'est souvent voilà, l'expression de la structure. Ça, c'est Aldo Rossi qui en parle très bien aussi. Mais en tout cas, ce bâtiment, c'est un bâtiment à la fois, voilà, un peu bête, mais c'est quand même un équipement public. Donc, on a souhaité lui donner cette apparence justement structurelle, ces trames régulières de l'ossature bois. C'est des bâtiments avec des pignons en pierre et le reste, c'est de l'ossature bois, qui, voilà, donne en quelque sorte, révèle le caractère public de l'équipement. Après, la composition des bâtiments peut paraître très, très aléatoire, hein, comme si c'était un espèce de coup de dé pour faire de l'architecture vernaculaire, mais en réalité, c'est justement issu de tracés assez précis pour mettre en rapport cet ensemble de bâtiments avec la basilique de Vézelay, qui, comme chacun le sait, est un des monuments les plus importants de l'histoire de l'architecture. Sur tous ces bâtiments, ils sont liés entre eux avec un travail sur la proportion, sur le module de chaque travée. Vous voyez qu'il y a un système de composition modulaire où des bâtiments font 3 modules de haut, d'autres 4, d'autres 5, et à la fois ont des rapports de proportion très précis entre eux, ce qui fait qu'ils sont différents, mais finalement, ils font partie de la même famille. Autre projet sur lequel je vais passer vite, qui est une maison qui est faite sur un terrain où les propriétaires avaient une maison à laquelle ils tenaient beaucoup et qui avait brûlé. On a reconstruit en partie avec les pierres de cette maison. Ils adoraient le jardin et on a fait tout un projet avec comme thématique de faire autant de pièces extérieures qu'intérieures. C'est-à-dire là, on a découpé tout le terrain en plusieurs pièces qui sont des jardins à chaque fois très différents. Toujours ce souhait de construire avec la pierre ici, mais là c'est une pierre plus économique que la pierre de taille avec cet enduit à pierre vue. Et ces pièces qui sont extérieures et qui sont les jardins. Un tout petit emprunt, là, c'est les sanitaires de la maison qui sont empruntés justement à Jörn Utzon, qui a construit une église très belle en Suède, je crois, où quand on rentre dans les toilettes, on se retrouve dehors. Et c'est très bizarre, on a l'impression qu'on est dehors, que n'importe qui peut passer. Mais c'est voilà, c'est un peu ce système d'ouverture sur un patio. Un projet en cours qui est à Saint-Hilaire, vers Carcassonne, avec des jeunes architectes qui ont travaillé longtemps à la maison, au bureau, et qui sont installés à Toulouse. C'est un projet qui est assez passionnant parce qu'il est bâti au pied d'une abbaye romane, ça s'appelle Saint-Hilaire. Et à la fois, c'est un village qui a eu un traumatisme incroyable, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de raz-de-marée avec un phénomène exceptionnel de retenue d'eau, etc., qui a noyé une grande partie des maisons du village. Donc on reconstruit cette petite place et ces quelques commerces avec une médiathèque dans un bâtiment existant, avec les pierres que l'on a récupérées des démolitions suite à ce sinistre. Et c'est une aventure assez passionnante avec un maire. C'est une toute petite commune, hein, je crois qu'il y a 200 habitants, je ne sais plus. Mais voilà, le maire est très drôle et passionné par cette petite réalisation. Et évidemment, construire au pied de l'abbaye, c'est quand même une chance exceptionnelle. Là, on fait des essais de matérialité. On voit un des murs de soutènement en cours de construction ici. Ici, toujours dans cette même région des Pyrénées, les maçonneries d'un petit village de Montségur. On avait gagné ce concours qui ne se fera jamais parce que le maire est fou. Mais on a quand même construit un tout petit bâtiment d'accueil pour monter au château là où on périt où s'étaient réfugiés les derniers cathares. Et donc c'est un lieu qui est très visité. On a construit un tout petit bâtiment d'accueil qui est inspiré des murs de soutènement que vous voyez à gauche, que l'on trouve le long de toutes ces routes dans l'Ariège, une très très belle région. Et là, on a la sortie du bâtiment d'accueil pour la montée vers ce château
On appelle ça le POG. Un bâtiment en Bourgogne, je vais vous parler un peu plus de vignes maintenant, c'est une chance extraordinaire. Moi, j'ai toujours voulu faire des bâtiments viticoles et puis d'un seul coup, par un pur hasard, j'arrive à en faire. Ça, c'est un bâtiment à Meursault, en Bourgogne. Vous savez que la Bourgogne, les vignes sont toujours, ou pour la plupart, ceinturées de murs qu'on appelle des clos. Et ce site sur lequel on intervenait n'échappait pas à cette règle. On s'est appuyé sur ces caractéristiques. Ça, c'est la photo à droite de l'existant. Et on a poursuivi ces murs. On en a fabriqué un socle pour l'extension du bâtiment, des cuveries, des caves. Et ça donne ce bâtiment avec ses voûtes qui ne sont pas du tout régionales. Alors là, pour le coup, vraiment pas. Mais qui ont un certain rapport dans le rythme avec des éléments du contexte. Et en tout cas, dans la matérialité, entre le toit en cuivre, qui n'est pas non plus un matériau du village de Meursault, ces murs en pierre, le bâtiment prend petit à petit sa place, justement, en se patinant. Alors justement, c'est la patine des bâtiments, c'est intéressant parce que ce mur-là, il est horrible parce qu'il est tout neuf. Nous, on espère que bientôt, il y aura plein de mousse, etc. Mais les Bourguignons, ils ne sont pas comme ça. Ils voudraient que ça reste propre. Et l'idée qu'il puisse y avoir de la mousse sur son mur, le propriétaire, ça le rend fou, mais c'est vraiment dommage. Parce que c'est fait pour ça, ces murs en pierre. Voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est un bâtiment qui rend hommage, en quelque sorte, au paysage viticole des côtes de Beaune, puisque c'est dans la région de Beaune. C'est la salle de dégustation. Autre petit bâtiment viticole dans le Jura, cette fois-ci, une sorte de petit temple tout bête, encastré dans la colline, où la seule chose à dessiner, c'était ce portique. Toujours avec cette idée que voilà, il faut exprimer les forces, le poids des choses. Et la petite salle de dégustation, les fenêtres en forme d'étoile, parce que le village s'appelle l'Étoile et c'est l'étiquette de ce vin. Plus important et beaucoup plus perturbant pour moi et très intéressant, c'est que par pur hasard, mais ça doit vous donner espoir, parce que voilà, on n'était pas vraiment dans cette catégorie de projet, je dirais. On a gagné avec des amis marseillais de l'atelier EGR, on a gagné un projet pour la restructuration du château Laffitte à Pauillac, en Gironde, donc c'est très loin de chez nous. C'est un projet passionnant. On a eu du temps, où la propriétaire a dit prenez le temps qu'il vous faudra. On a eu 3 ans pour faire les études, mais à mon avis, il en manque. Mais bon, voilà, les études sont finies, ça va bientôt être le chantier. Et justement, j'ai envie vraiment de m'occuper de ce chantier, de vivre là-bas. Et d'ailleurs, ils ont mis à notre disposition une petite maison pour qu'on puisse s'installer une partie de l'année pour suivre ce chantier dans le détail, parce que c'est passionnant. C'est un domaine extraordinaire, complètement en autarcie. Et ce travail du vin est d'une telle précision, d'une telle exigence qu'il faut qu'on arrive à faire un bâtiment, je l'espère, qui leur donnera satisfaction. On retrouve Beaufil comme par hasard. Vous voyez, c'est le premier bâtiment que j'avais visité étudiant en architecture. C'était Beaufil, cette opération de Barcelone à Waldenset. Et là, dans ce chai de Château Laffitte, Beaufil a construit un chai aussi enterré, au-dessus duquel on va construire, à côté duquel on va construire, dans sa période néoclassique. Vous voyez, c'est des colonnes, etc. Mais je peux vous dire que cet espace, il est absolument fantastique. On s'en fout des colonnes, c'est très très beau. C'est notamment très très beau parce que c'est parfaitement proportionné. Ce dont la photo ne rend pas, parce que les photos, c'est bien une chose dont ça ne peut pas rendre compte. C'est les proportions, c'est pour ça qu'il faut toujours aller visiter les bâtiments. Ce projet, donc beaucoup d'études, énormément de dessins, du temps, beaucoup de stress parce que c'est très compliqué du point de vue du process viticole. C'était très compliqué de mettre un très gros bâtiment au milieu de ce site. Cette utilisation des tracés régulateurs, vous voyez ici, quand vous avez Beaufil, c'est enterré. Je sais pas, je crois pas que j'ai de photos qui montrent, mais en tout cas, on voit jamais le bâtiment de Ricardo Beaufil, il est sous une pelouse. Il y a juste une espèce de sortie un peu monumentale. Mais quand vous construisez là, même si ce bâtiment, il ne se voit pas, il irradie tout le site.
Il y a quelque chose qui fait qu'on sait qu'il est là. Bon, c'est sans doute aussi beaucoup à cause de la sortie qui est monumentale, mais pour démarrer un projet, moi je ne sais pas faire autrement que de commencer à partir de la géométrie de Bofill, qui est un élément au milieu de cette architecture très vernaculaire, fait d'addition au cours des siècles, de soustraction. Lui, c'est un élément très dur, très géométrique, puisqu'évidemment, c'est un octogone. Et c'est à partir de ce tracé, des proportions, que moi j'ai l'habitude de faire comme ça. Je déduis des suites de chiffres qui viennent des proportions du bâtiment sur lequel je m'appuie. Et avec ces chiffres, c'est un peu l'histoire du téléphone tout à l'heure, j'essaye de fabriquer mon projet. Ça, c'est un tracé régulateur de la façade qui montre justement des suites de chiffres. Vous savez, quand vous devez dessiner un chiotte, par exemple, c'est compliqué. On se dit toujours, est-ce que je le fais de 90, est-ce que je le fais d'1 mètre, etc. Mais quand vous utilisez des systèmes de proportion, vous ne vous posez plus la question parce que le chiffre, il est donné par le système de proportion. Ça, c'est une maquette. Vous voyez que c'est le gros bâtiment qu'on voit au premier plan, qu'on construit, plus une halle. Ça a beaucoup changé depuis. Voilà, mais c'est surtout cet équerre que l'on construit, puis on rénove d'autres bâtiments. C'est passionnant. Ils sont très, très gentils. On est très, très bien accueillis. Et surtout, on boit du très, très bon vin. Mais on s'intéresse toujours aux petites constructions. Ça, c'est une maison qu'on a refait on revient à PEM. J'ai bientôt fini. Pour dire que voilà, moi j'ai autant de plaisir à rénover un bâtiment et faire un tout petit projet comme celui-là qu'à faire sécher de Château Lafite. C'est l'occasion souvent dans ces bâtiments qui ont des toitures énormes de faire des espaces incroyables pour pas cher. Et c'est souvent très très intéressant de rénover des bâtiments. Ça, c'est une autre petite opération juste à côté, toujours à PEM. On a soustrait une partie du bâtiment pour faire une terrasse. Ça, c'est un village à côté. C'est juste pour illustrer que le travail de l'agence, il est très très multiple et que, encore une fois, on prend autant de plaisir à faire ces petites restructurations dans des bâtiments existants, dans d'anciennes granges. Autant de plaisir qu'à construire des bâtiments neufs ou des bâtiments plus importants. Mais je voudrais terminer justement en revenant à cette phrase de Snodzy sur la ville. Je pense qu'à un moment donné, un architecte, il se rend compte que l'architecture, c'est quelquefois une chose un peu vaine. En tout cas, que l'architecture, elle n'a de sens que si elle est au service de la ville, de l'urbanité. Donc c'est aussi le sens de notre retour dans ce village, de se dire à un moment donné, parce qu'on avait une agence à Besançon, on s'engueulait toujours avec les élus, on parvenait vraiment à rien faire, alors que la ville de Besançon est une très belle ville. On s'est dit, on va aller dans ce petit village, et peut-être dans ce petit village, on arrivera à s'occuper de la ville, justement, à soigner la ville, qui est un village complètement, voilà, dont le centre historique est très, très en mauvais état, très malmené, évidemment au profit de toute une zone pavillonnaire, à l'exception des terrains inondables. Mais on s'est dit, on va s'en occuper. On va faire une sorte d'atelier public gratuit, donner des conseils gratuits aux habitants, parce que les architectes, j'ai pas voulu insister là-dessus, mais ils sont souvent pas très aimés. Donc être gratuit, c'est une bonne manière de se faire aimer. Et on voulait travailler avec la commune. Je passe rapidement là-dessus, mais c'est pas le Pérou avec la commune. Mais on continue, notamment à travers ce séminaire. Tout ça, un peu comme ça a été dit par Alexandre, c'est un peu en référence à l'expérience de Snodzy à Monte Carasso, pour ceux qui connaissent, qui est une expérience, je trouve, qui donne espoir. Quand on va à Monte Carasso, c'est pas joli Monte Carasso, mais c'est pas une ville avec beaucoup de patrimoine, mais ça donne espoir sur la capacité que peut avoir l'architecture, justement, de refonder une urbanité, de créer un centre, voilà, de faire vivre d'un seul coup complètement différemment un village qui n'avait, rien, presque rien pour lui, à part d'anciens remparts. Or, aujourd'hui, c'est très agréable de boire une bière à Monte Carasso quand on est sur cette place de Luigi Snodzy. Nous, à peine, ça a commencé avec ces projets de restructuration de l'école. Ça a été un combat politique parce que les élus voulaient sortir l'école du village pour que les bus tournent mieux. On a finalement réussi à conserver, à construire ces bâtiments, rénover l'école. Et ça a été une sorte de
oui, de bonne étape dans le village de Pem, de bouffée d'air frais. Et on a pu continuer à mener ces travaux auprès des habitants, leur donnant des conseils gratuits sur la restructuration de leurs bâtiments, essayer de sauvegarder les savoir-faire, notamment les enduits, voilà, à rénover petit à petit. Alors peut-être des fois c'est des conseils qu'on donne pour changer une fenêtre, pour faire 3 marches d'escalier. Quelquefois c'est des projets plus importants, mais en tout cas on essaye nous de montrer le bon exemple. Surtout si l'action avec la mairie ne fonctionne pas bien, mais un jour elle pourra peut-être fonctionner bien, il faut être patient. C'est long le temps de l'architecture, justement pour en revenir à ce thème du temps. Mais surtout, on a créé ce séminaire qui, voilà, on est éloigné des écoles. La plus proche est Lyon, Nancy, mais c'est quand même un peu loin. Et on a créé ce séminaire pour en faire au départ un moment de discussion avec des confrères, écrire des textes. Et puis ça s'est transformé en séminaire un peu comme à Monte Carasso. Chaque année reviennent les mêmes architectes pratiquement qu'on a invités au début, les architectes de Cab, Clément Vergely, des gens comme ça. Ici, c'est une photo de groupe à la fin. Et c'était l'année dernière, on avait invité les architectes de TEDA, qui sont des architectes de Majorque, qui justement font une architecture avec des murs avec 2 traits. On essaye d'inviter des architectes qui font des murs avec 2 traits. On donne des cours de dessin, on projette des films. Voilà, c'est un moment autour de l'architecture. Mais vous savez, ça marche quand même. En tout cas, il y a du public aux conférences. Il y a peut-être pas autant de monde que ce soir, mais il y a beaucoup de monde. Et c'est très sympa. C'est-à-dire que le public, c'est pas des architectes, très peu, à part les 25-30 jeunes qui sont là et qui participent au séminaire et qui, pendant 15 jours, font des projets sans ordinateur. Le public, c'est beaucoup les habitants du village et c'est une manière de les sensibiliser à l'architecture, aux questions urbaines, etc. Là, c'est une photo de cet architecte espagnol que j'aime beaucoup, il s'appelle Nina Sassoro, que j'ai invité sans le connaître. Ce sont toujours des gens que je ne connais pas et que j'invite et qui viennent. Et lui, c'est un architecte espagnol assez connu, assez génial, et il est venu tout de suite et c'était super. Voilà, c'est des moments de débat public, des moments de détente. On a aussi un travail d'édition, on publie les actes du séminaire, qui est à chaque fois avec des textes. Enfin, ce travail de l'écriture, on y revient. Ça, on en a parlé. Ça, c'est le livre qui recueille justement ces interviews des gens qui sont venus. Gilles Perrodin, Jacques le regretté, Jacques Lucan, etc., etc. Et on a commencé un travail d'édition d'architecture où on a fait un premier livre d'essai sur les 3 maisons que je vous ai montrées, et le premier qui est en cours de fabrication le prochain sera sur Gilles Perrodin, justement sur 3 projets de Gilles Perrodin. Pour en revenir à cette question du chantier, il se trouve qu'à l'agence, il y a des jeunes qui sont très intéressés par le fait de faire les choses eux-mêmes. Et donc on s'est lancé dans une petite recherche sur l'autopromotion architecturale. C'est Emilien Robin qui nous accompagne et qui encadre le séminaire avec moi et avec Stéphane Aumour, qui est justement de Monte Carasso, en tout cas qui a encadré le séminaire depuis ses débuts pratiquement avec Luigi Snozzi. Et on va se lancer dans l'autoconstruction en quelque sorte. On va nous-mêmes faire des travaux, travailler un peu moins au bureau, voilà, c'est facile à dire, il faut qu'on l'organise, mais en tout cas, on a acheté une toute petite maison pour un coup d'essai, pour faire un premier chantier nous-mêmes, parce que finalement, c'est un grand plaisir de faire les choses soi-même, au moins on peut s'engueuler que soi si c'est mal fait. Et après, on a en vue, vous voyez, c'est ce type d'espace que l'on rénove. Et on a en vue une opération un peu plus importante derrière notre bureau qu'on va essayer de mener en autoconstruction. Toujours cet intérêt pour la construction, justement. On a même été jusqu'à monter un petit atelier de menuiserie avec un jeune qui rentrait d'Inde, ébéniste, qui nous a rejoints. Et on a monté un atelier de menuiserie qui pour le moment fabrique essentiellement des meubles. Là, on en voit en situation dans ce petit
cuverie que j'ai montrée. Et ça aussi, c'est une expérience qui débute, mais qui m'amuse beaucoup. Voilà, pour finir, j'avais quelques citations. Cette phrase que je trouve assez intéressante, qui est: l'architecte aujourd'hui, dans la grande majorité des cas, c'est un professionnel dont le métier consiste fondamentalement à satisfaire les demandes du commanditaire, avec un engagement et une compétence variable, voilà, c'est selon les individus, sans toutefois avoir la capacité ou l'ambition de proposer une vision complexe et par-dessus tout critique de la société dans laquelle il vit. Je crois que c'est assez vrai, les architectes sont moins critiques, sans doute moins politisés, moins engagés qu'ils ne l'étaient auparavant, ou que même ils l'étaient à l'époque de la Renaissance, où ils proposaient une vision quand même critique du monde. Et aujourd'hui, on est souvent ramené toujours à cette condition de remplir une commande sans pouvoir la discuter. Ça, c'est vraiment... Bon, je n'ai pas le temps d'insister là-dessus, mais si vous lisez un programme d'architecture aujourd'hui de bâtiment, on vous dicte pratiquement tout ce que vous devez faire. Et ça, c'est un truc terrible, parce que ça veut dire qu'on ne peut plus, enfin on peut, mais au risque d'être hors concours, on a beaucoup de difficultés à justement avoir une lecture critique de la commande. C'est un peu compliqué de terminer aussi par ça, mais c'est vrai, c'est encore une phrase de Snodsy qu'on retrouve à plusieurs reprises, même si c'est pas un architecte qui m'intéresse particulièrement, en tout cas pas plus que d'autres, mais voilà, il dit que l'unique action transgressive aujourd'hui, je retiens comme possible, est le retour intelligent à la tradition. Alors la tradition, il ne faut pas voir ça comme faire une architecture traditionnelle, mais c'est la tradition justement de l'architecture, ce savoir que vous devez avoir en tant qu'étudiant sur les proportions, sur la construction, sur ce qu'est la tectonique, ces lectures que vous devez faire, ces voyages. Et c'est ça qui, en faisant bien les choses, vous permet d'avoir, c'est ce qu'il dit, une vision critique et une influence sur la société. Il dit que je pense que le seul moyen d'attribuer à l'architecture une signification politique tient dans son approfondissement spécifique. C'est le seul moyen avec lequel l'architecture peut avoir une influence sur les faits de la société. Voilà, vous voyez bien que ce mur en ruine en polystyrène, voilà, c'est terrible de voir ça. Et par contre, si vous allez au fond de votre métier, de ce que c'est l'architecture, de cet art de la construction, je pense que vous pouvez commencer à avoir une influence sur les faits de la société, comme le dit Snodsy. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette image, sauf que j'adore cet endroit qui est à Florence. Je crois que j'ai fini. Non, j'avais ça. Bon, ça, c'est juste pour dire qu'avec les mêmes lettres, je dis toujours ça parce que ça m'amuse beaucoup, parce que j'adore la charcuterie, mais avec les mêmes lettres que architecture, on peut écrire en charcuterie. Voilà, merci. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je peux venir me déplacer avec le micro. Bonjour et merci. Je voulais juste une question par rapport à l'association que vous avez. Est-ce que c'est votre temps personnel ou c'est le temps de l'agence que vous investissez Enfin, comment ça se passe? Vous êtes combien dans l'association et tout ça? Bon, je dirais que on a eu pendant un moment un permanent de l'association qui faisait une thèse avec un contrat de recherche. Voilà, depuis, on n'a pas renouvelé cette expérience et on cherche quelqu'un qui s'en occupe un peu. Donc, pour le moment, c'est notre temps personnel qui est quelquefois à cheval un peu sur celui de l'agence, mais comme c'est à proximité, voilà, l'agence et l'association sont très mélangés, je dirais. D'autant plus au moment du séminaire d'architecture, parce que, bon, là, ça pose des problèmes quand même. Quand on a du travail à fournir, voilà, c'est un peu le bazar parce que l'agence est très perturbée par cette période de séminaire. D'une part, moi, je suis pas là pratiquement, et puis il y a les conférences, et puis il y a toujours des choses à faire, des apéritifs à organiser, des dîners, donc tout le monde s'y met. C'est assez sympa, mais c'est vrai que ça perturbe l'agence. Mais cette association, elle est importante parce que cette idée de travailler sur un village. Bon, c'est un village de 1200 habitants en PEM.
voilà, je ne dis pas qu'il faut un architecte par village, mais quand même, si on arrivait à articuler ce travail avec des élus un peu plus sensibles, voilà, il y a quand même un peu de travail. Et quand je dis que les gens n'aiment pas les architectes, c'est un peu vrai, parce qu'ils envoient des exemples des fois un peu outranciers. Mais à la fois, ils savent quand même reconnaître la qualité du travail. Et souvent, ils sont surpris par la forme que peuvent avoir les bâtiments, mais par contre, quand ils rentrent dans ces maisons qu'on rénove, voilà, je ne connais pas de gens qui critiquent ce type de travail. Ils voient bien que la qualité de l'espace, la qualité de la lumière, des matériaux... Moi, je trouve que le problème de la réhabilitation, de la restructuration, c'est une chance pour les architectes. Parce que finalement, dessiner un pavillon, même un immeuble de logement, comme il y en a beaucoup sur cette île, voilà, je ne veux pas paraître provocateur en disant ça, mais beaucoup de gens peuvent le faire. Hein, surtout que vous savez que quand vous construisez des logements aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de cas, les plans sont presque dictés par le promoteur. Voilà, on le dit suffisamment. Et je vous conseille la lecture d'un petit livre qui s'appelle du maître d'œuvre au designer, j'ai oublié l'auteur, Bernard Marais, qui explique toute l'évolution de l'architecte qui petit à petit ne devient qu'un dessinateur de façade. Or, dans la réhabilitation, et justement quand il s'agit de dessiner des façades et faire, voilà, il y a des ingénieurs de Bouygues qui quelquefois, voilà, ils sont pas loin de savoir le faire. Hein. Par contre, dans la réhabilitation, je pense que l'architecte, aujourd'hui, ça reste un truc, il n'y a que lui qui sait tirer parti justement d'une grange, d'un truc comme ça, c'est compliqué. C'est compliqué et tout le travail de l'espace, toute la connaissance qu'on a là-dessus, elle est très, très utile à ce moment-là. Concernant votre rencontre avec Gilles Perrodin et donc la pierre, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette affinité que vous avez de traiter le matériau dans la construction ? Oui, en tout cas, Gilles Perrodin, ça a été un peu... D'abord, le personnage un peu bourru, mais quand même assez attachant. Sa vision, il a une vision, pour le coup, très politique de l'évolution des modes constructifs, voilà, et très engagé. Et ça m'a beaucoup plu dans le personnage. Et à la fois, c'est vrai que je ne connaissais pas, ou je ne m'étais pas vraiment intéressé à ça. Bien sûr, je connaissais Fernand Pouillon, je connaissais ses architectures. Mais cette idée de construire en pierre ne m'était jamais venue. Et quand j'ai vu sécher, ça a été une sorte d'élément déclencheur. Parce que la pierre, vous voyez, je parlais de l'isolant, bon, on ne va pas rentrer dans ces débats-là, mais c'est vrai que la pierre, lui, défend la question de la pierre en disant on peut ne pas isoler les bâtiments en pierre. Ça se discute, ça dépend de leur dimension, etc. Mais c'est vrai que ces maisons du centre du village de Pem, moi il se trouve qu'aujourd'hui j'habite une maison comme ça, elle n'est pas isolée et j'ai pas froid l'hiver et pas chaud l'été, comme on dit qu'on a ici dans cette école. Mais voilà, la pierre c'est un extrêmement bon régulateur de la température. Alors évidemment, il ne faut pas sortir pendant 3 jours et ne pas chauffer la maison. Il faut qu'elle soit chauffée tout le temps, mais au bout d'un moment, elle accumule la chaleur. Et franchement, avec un poêle, je dépense peu d'argent. Donc il a raison, hein, Perrodin, je crois. Il a raison, simplement, c'est difficile à prouver aujourd'hui dans les calculs. Mais cette idée qu'on peut construire simplement, et c'est surtout ce qui m'intéresse, c'est que c'est le matériau, c'est sa phrase qui dit, voilà, quand je mets une pierre debout et une pierre couchée, mon travail, c'est quoi? C'est de proportionner ça, d'ordonnancer, de donner un rythme. Et c'est la matière qui me dicte la forme, en quelque sorte, du bâtiment. Et ça, je trouve ça... Finalement, si vous réfléchissez à toutes les architectures vernaculaires, à tout...
voilà, bien, l'architecture, elle était quand même très, très liée à des systèmes constructifs. Vous avez vu que dans ce village-là, vers Carcassonne, c'est des murs d'une pauvreté extrême. C'est-à-dire c'est des toutes petites pierres, à peine tenues l'une avec l'autre. Les fenêtres sont obligatoirement petites. Enfin, il y a une logique entre la matière et la forme. Et c'est ce que dit Perrodin. Et c'est ce qu'on a beaucoup perdu parce que, justement, le béton, il a comment dire, offert à tous les architectes l'opportunité d'être des artistes. C'est-à-dire des artistes, pas au bon sens du terme, hein, au mauvais sens du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui est très libre et qui peut faire un peu n'importe quoi. Voilà, l'image des bâtiments de Port-Zampar, que je n'ai pas cité, mais c'est quand même une période de l'architecture où on a cru que voilà, il suffisait d'avoir une idée, qu'on allait faire une courbe comme ça, et puis après un truc comme ça, et qu'on pouvait tout faire, parce que le béton, il permet de faire tout. Tout parce que justement, il est plastique, que c'est les ferrailles qui remplissent le rôle de conduire les forces, mais qu'on peut justement les modeler à l'infini presque. Et donc, on s'est mis à ne plus dessiner les bâtiments en fonction d'un principe constructif. Et je trouve que c'est ça qu'il faut que l'on retrouve. Et c'est pour ça que votre génération, voilà, d'une certaine manière, les préoccupations environnementales, elles peuvent permettre de faire ça si elles sont prises dans le bon sens du terme, c'est revenir à une construction simple, efficace, voilà, et qui soit dictée par l'emploi d'un matériau. Le bois, il a sa logique, l'acier, il a sa logique, la pierre a sa logique. Et c'est ce qu'on appelle la tectonique. Vous voyez, c'est le rapport entre la forme, du détail jusqu'à en général, qui est lié à un système constructif, qui lui-même est lié à un contexte forcément local, la proximité de carrières, voilà, les forêts en Suisse et tout. S'il n'y a pas d'autres questions pour le moment, j'en ai une. Vous parlez de cette volonté de toujours construire avec deux traits. Et j'ai l'impression que c'est qu'une impression d'étudiant, mais qu'il y a plein de normes qui font que ça nous empêche de pouvoir faire ça tout le temps, ou alors que c'est pas l'option choisie parce que pas forcément la plus économe, alors qu'au contraire ça pourrait l'être. Enfin, comment on fait justement pour se forcer à construire en utilisant que deux traits pour les murs, quoi. Comme je l'ai dit, d'une part c'est tricher parce que dans ces bâtiments, même celui en pierre, justement, ou celui en béton, pour parler des trois bâtiments qui sont sur le même terrain, voilà, c'est des doubles murs qui enferment un isolant. Donc en réalité, le mur, dans sa représentation exacte, il a plutôt 4 traits que 2. Mais dans l'appréhension qu'on a de l'espace, il n'en a que 2. Et c'est ça qui compte. Voilà, mais je ne dirais pas que c'est dépendant des normes. Ça devient dépendant des normes comme veut le faire Perrodin quand il veut faire des bâtiments qui n'isolent pas. Là, effectivement, on se heurte à plein de normes, à plein de réflexes, à plein de problèmes de la formation des bureaux d'études. Mais autrement, c'est des bâtiments qui, justement, voilà, ça peut paraître plus cher de faire 2 murs qui enferment un isolant, mais ce n'est pas vrai. La mairie que j'ai montrée, c'est des bâtiments qui sont construits au coût des bâtiments publics en France, puisqu'après, il n'y a rien. Le bâtiment, il est fini. Il n'y a pas de finition, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de peinture, il n'y a rien. Donc, c'est une construction extrêmement brute qui, finalement, voilà, est plus chère dans le lot gros œuvres, c'est-à-dire que la maçonnerie coûte plus cher, mais bien moins cher dans les autres parties d'un bâtiment traditionnel. Vous voyez, il faut chercher, ce que je trouve qui est intéressant pour votre génération, c'est de traduire ces problèmes d'environnement, parce que comme dit Perrodin, en France, on a l'ingénierie du béton a pris toute la place et on a foutu en l'air tous les autres modes constructifs. Aujourd'hui, les problèmes environnementaux, quand même, c'est encore une fois la technocratie qui s'en saisit, qui veut les résoudre avec toujours plus de machines, toujours plus d'installations techniques, toujours
voilà, ça devient délirant quand vous devez répondre à ces impératifs environnementaux de consommation. Aujourd'hui, si vous vous laissez faire, ben vous le faites avec beaucoup de machines. C'est-à-dire finalement avec des choses qui eux-mêmes ne sont pas du tout environnementaux, qui ont coûté cher, qui vont se dérégler dans le temps. Et franchement, votre génération, s'il faut en revenir à régler ces problèmes de climat avec l'architecture, avec l'espace, très simplement. Et c'est ce que prône, je ne veux pas parler que de Perrodin, parce que je l'aime bien, mais quand même, n'exagérons pas. Mais lui, quand il dit, voilà, il faut concevoir une maison avec une structure spatiale qui permet de se déployer vers l'extérieur dans les périodes de mi-saison ou dans les périodes d'été et se resserrer en quelque sorte dans un espace restreint l'hiver qu'un seul poêle suffit à chauffer, ben, je trouve que c'est vrai. Alors évidemment, on ne s'empare pas là du problème du logement de masse, hein. Mais en tout cas, à l'échelle locale, c'est tout à fait vrai. Ça ne sert à rien d'isoler les bâtiments souvent. Bonsoir, je vous remercie pour votre propos. Et je me posais la question du temps que vous donnez à vos projets et du coup, comment est-ce que vous arrivez à donner ce temps, à faire en sorte qu'on vous donne ce temps pour faire vos projets. Comment vous faites en sorte pour mener ces rencontres avec les maîtres d'ouvrage pour avoir le temps de mener à bien vos projets? Merci, mais je crois, franchement, à part ce projet de chai, là, je ne crois pas avoir plus de temps, malheureusement, que les autres. Je ne crois pas, mais non, c'est pas, je ne peux pas dire ça. Je déplore le manque de temps que l'on a dans la conception des projets publics, puisqu'on continue quand même à faire... à un moment donné, on faisait 100% de construction publique ou peut-être de temps en temps une maison. Maintenant, c'est vrai que ça a changé sans qu'on le veuille. C'est sûr que dans le domaine privé, on a plus de facilité à prendre un peu de temps peut-être. Mais non, j'ai voulu parler de ça pour déplorer le manque de temps et citer... Je suis toujours impressionné, comme j'ai essayé de le dire, quand je regarde des livres d'architecture, de voir certains projets, le temps qu'il a fallu pour les concevoir, quoi, hein. C'est souvent très très long. Et aujourd'hui, tout va très très vite. Voilà. Mais je ne crois pas être différent de ce point de vue-là de tout le monde. Non, ce sur quoi je veux insister, parce que là, on commence à parler d'environnement, d'isolant, de trucs. Bon, c'est important parce que finalement, l'architecture, on la fabrique avec ça. Mais ce qui est très important quand même, c'est la culture d'un architecte. Je trouve ça, c'est un truc que vous devez avoir en tête. Vous voyez ce petit bâtiment-là, moi j'ai découvert il y a peu de temps, c'est même pas un bâtiment, c'est un tombeau. Mais c'est un truc... Vous voyez la photo, vous vous dites, je ne vais pas aller voir ça. Mais quand vous voyez ce truc-là, c'est un machin extraordinaire. C'est une émotion rare. Et voilà, c'est ça qui est important dans l'architecture, c'est de ressentir ces émotions, de voir ce travail absolument extraordinaire des proportions, du dessin. Voilà, l'environnement, je sais que c'est très, très présent dans les écoles, mais il ne faut pas que ça devienne votre seule préoccupation. Faut rester attaché à l'architecture comme une expression de la société. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire? Qu'est-ce que c'est la ville aujourd'hui? Tout ça, c'est des questions importantes. Merci. Oui, moi je voulais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur le fait qu'il y a une construction qui s'accélère et que finalement, pour revenir sur l'ingénieur Bouygues, qui en est presque à pouvoir dessiner la façade, et le promoteur qui, de l'autre côté, donne un programme et des injonctions. Quel est l'interstice, quelle est la place de l'architecte aujourd'hui pour vous entre ces deux acteurs? Et est-ce que vous avez l'impression que le travail de la réhabilitation, de l'existant et un certain rapport au vernaculaire peut
ralentir, freiner ou justement conserver les compétences, ralentir une fuite de compétences des architectes vis-à-vis des ingénieurs et des promoteurs, ou à contrario justement les préserver, les garder ou en trouver d'autres. En tout cas, je l'ai dit sur la réhabilitation, je pense que c'est un secteur où l'architecte reste absolument indispensable. Peut-être contrairement au logement aujourd'hui, voilà, presque entièrement construit par les promoteurs. Moi, franchement, je ne suis pas du tout là pour donner de leçons et ce n'est pas mon genre du tout. Mais c'est vrai que c'est une question que pose cette citation que j'ai mise à la fin. C'est-à-dire, est-ce que l'architecte doit accepter de faire ça? Est-ce que... voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi l'architecte, petit à petit, s'est laissé piéger à de devenir qu'un dessinateur de façade pour Bouygues? Si on résume, hein, c'est très grossier comme résumé. Mais sans doute parce que, en tout cas c'est ce que je pense comme ça, sans doute parce que justement il a laissé tomber ce savoir-faire constructif, ce rapport à la matière, cette science de mettre en œuvre la matière, qui fait que effectivement quand on empile sur un mauvais mur en béton du polystyrène et puis après un enduit, il n'y a pas... Franchement, il n'y a pas besoin d'un architecte pour faire ça, c'est sûr. Donc, voilà, je pense que l'architecte, il doit reconquérir ce savoir sur la matière. C'est pour ça que les problématiques environnementales, au bon sens du terme, ou même si on peut aller plus loin, la crise qui semble venir, hein, où voilà, on risque de manquer de pétrole, on risque, je ne sais pas quoi, enfin ça... en revenir à des modes constructifs extrêmement simples, là, la science de l'architecte, elle sera à nouveau nécessaire. Voilà, mais moi, je n'ai pas de leçon à donner. Si vous voulez, je vous fais part juste de mon expérience personnelle. Moi, j'ai fait des logements comme ça pour des promoteurs privés à Strasbourg. Voilà, j'en ai fait 2. Et la deuxième, j'ai quitté le chantier au milieu. Parce que j'en pouvais plus, quoi. Mais parce que j'ai été particulièrement maltraité. D'autres le sont sans doute moins, mais c'est compliqué quoi, de travailler. C'est pour ça aussi qu'on est à la campagne, parce que finalement, quand vous êtes dans la campagne, vous êtes un peu en dehors de tout ça, en dehors de la pression économique liée à la production du logement en France, qui est très importante. Beaucoup d'architectes sont dépendants du logement, et les pauvres, ils y sont pour rien, mais c'est comme ça. Nous, on essaie de naviguer dans d'autres types de commandes. On fait ces toutes petites réhabilitations, on fait quelquefois des bâtiments publics. Mais sachez que, voilà, à 30 ans, moi, j'ai construit un lycée de 20 000 mètres carrés. Depuis, je n'ai cessé de construire de plus en plus petit. Là, dernièrement, on a fait une école à 5 millions d'euros. C'était déjà un miracle. C'était très, très gros pour nous. Parce que, voilà, petit à petit, on ne faisait que des choses très, très modestes. Puis ça repart avec ce chèque qui est beaucoup plus important en coût, mais c'est exceptionnel. Mais voilà, mais on arrivait à vivre avec des tout petits projets d'écoles, de maisons, de réhabilitation. Bonsoir. Merci pour cette lecture et cette analyse de forme de perte de lisibilité de l'architecture qui explique certainement un éloignement, voire un mépris de la société envers notre discipline, notre profession. Est-ce que vous pensez que de revenir à pratiquer dans une échelle de territoire comme celle de votre village à Pem est un ingrédient qui participe à redonner à l'architecte un rôle social, un rôle d'utilité publique? Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur vos relations avec vos élus ou possibles relations de proximité avec les habitants de Pem? Oui, je fais juste un petit aparté parce que c'est des sujets intéressants. Qu'est-ce que c'est qu'un architecte? C'est très difficile quand même à définir. Ouais, vous prenez effectivement soit un ingénieur, soit un boucher, on sait à peu près définir son métier. Or, l'architecte, on sait mal le définir. Les architectes sont divisés, se tapent dessus, il faut bien le reconnaître, mais ce n'est pas de leur faute, ils sont en concurrence continuelle. Mais c'est justement parce que aussi on manque d'un savoir commun.
Qu'est-ce que c'est que ce métier? C'est pour ça que moi j'aime bien rappeler aux étudiants ces règles sur la proportion, sur la conduite des forces, etc. Parce que moi je crois, mais je n'ai pas la prétention de dire que c'est vrai, mais je crois que c'est ça mon métier. Et je trouve que les étudiants, il faut qu'ils arrivent à se forger quelque chose qu'ils puissent partager si possible, parce que si on est seul à penser la même chose, ça ne sert pas à grand-chose. Mais si on partage à nouveau une culture, là, je pense que l'architecte redeviendra indispensable. Et l'idée du séminaire d'architecture, c'est ça. Au départ, c'est inviter des gens que je ne connaissais pas, mais que je pensais proches, dans leur manière d'appréhender la question de l'architecture, et que j'avais envie de rencontrer, que j'avais envie d'attendre faire une conférence. Et c'est assez extraordinaire comment on a pu finalement faire venir tous ces gens qui ont répondu toujours oui, sans problème. Et cette idée, c'est de se construire une culture commune, de défendre en quelque sorte une vision commune de l'architecture. Maintenant, j'en reviens à votre question. Oui, je l'ai dit, oui, moi, ça m'amuse aujourd'hui. En tout cas, ça m'intéresse d'essayer de reconquérir dans un village, parce que vous voyez bien qu'on fait autre chose. On va en Gironde faire un projet de chai, on va dans les Pyrénées faire une toute petite place, mais quand même dans le village de Pem, on a un travail quotidien de conseil. On mène nous-mêmes ces petites opérations et on veut aller plus loin puisqu'on veut les faire nous-mêmes en autoconstruction. Mais c'est une manière de se faire, voilà, je vais le dire bêtement, mais c'est une manière de se faire aimer à nouveau. Et je pense que voilà, ça marche parce qu'encore une fois, les gens quand même... Voilà, ils vous détestent comme architecte parce que ce que représente dans l'inconscient collectif un architecte, c'est une image qui n'est pas toujours belle, mais quand vous arrivez à faire sentir votre utilité au même titre, même si c'est con de dire ça, mais au même titre qu'un boulanger, que n'importe qui, c'est très appréciable et c'est ce qu'on essaye de faire. Malheureusement, ça marche assez bien avec les habitants, mais ça marche, et là, c'est là où c'est très très triste, ça ne marche pas du tout pour le moment avec les élus, qui ne nous aiment pas et qui ne comprennent rien à ce qu'on veut faire, même si tous les gens qui succèdent au séminaire leur disent qu'ils ont la chance d'avoir une sorte d'atelier public sur place. Mais voilà, on n'est pas très aimé par les élus. Donc cette expérience de l'association ne fonctionne pas pour ce qui est de tout un de ces trois objectifs. Il y avait le conseil aux particuliers, ça marche à peu près. Il y avait l'organisation du séminaire, ça marche très bien. Et il y avait le conseil qu'on pouvait apporter aux élus dans l'aménagement des espaces publics et dans la restructuration des bâtiments communaux. Et ça ne marche pas du tout pour le moment. Mais peut-être aux prochaines élections, ça marchera. On verra. En tout cas, justement, on a quand même une action critique sur ce qu'ils font, qui fait que je pense qu'aux prochaines élections, par exemple, ces questions ne pourront pas rester sous la cendre, comme on dit. Oui, bonjour. J'aurais une question sur une notion que vous avez abordée lorsque vous présentiez plutôt les termes de Valls. Vous aviez parlé de l'universalité, pardon, de l'architecture. Et je me posais la question si vous parliez de ça dans le contexte de mondialisation de l'architecture ou pour des notions plus profondes qui reviendraient peut-être à la nature de l'homme. Et je lis ça un peu après avec vos justifications par la bonne proportion de l'architecture par le calcul, le chiffre. Je me demandais, est-ce que cette universalité serait bonne, vraie, fausse, si on pouvait, selon vous, chercher le vrai comme ça dans l'architecture? Je sais pas. C'est difficile, votre question. Mais c'est vrai que le mot a été cité sur les invariants.
Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une bourse à la Villa Médicis à Rome et j'étais parti avec un sujet, je vous dis tout de suite, j'ai rien foutu. J'ai beaucoup dessiné, beaucoup lu, beaucoup me suis cultivé, entre guillemets, mais j'ai pas été capable de remettre cette recherche, mais elle portait justement sur les invariants. C'est-à-dire qu'est-ce qui est justement universel au sens où, voilà, de la Renaissance, en passant par les Égyptiens jusqu'à aujourd'hui, quels sont les sujets qu'on retrouve partout, dans toutes les architectures, dans tous les traités, etc. Et cette question des proportions est venue en premier, parce que c'est une chose qui a disparu aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on trouve, vous le savez, des Grecs jusqu'à Le Corbusier. Voilà, c'est une question qu'obsèdent les architectes. Et je pense que c'est vrai qu'il y a un côté universel dans la science des proportions, dans son rapport à la musique. Enfin, j'y connais rien, mais on dit toujours qui est-ce qui disait que l'architecture, c'était de la musique pétrifiée. Je trouve que tout ça, c'est des choses intéressantes et que c'est ça qui est justement le savoir spécifique de l'architecture et qui fait que quelquefois, l'architecture peut être, oui, une source vraiment d'émotion et un art parce que justement, elle est magnifiquement proportionnée. Mais moi, j'emploie le mot universel plutôt au sens, voilà, du fait que comme on n'invente rien, il y a une culture de l'architecture dans laquelle finalement, à chaque fois que l'on fait un projet, on pioche. Et cette culture, il y a la culture de la grande architecture, qui est celle du bâtiment de Cannes. Alors après, on pourrait revenir sur, voilà, l'architecture n'a pas toujours été scindée entre, si peut-être, je ne sais pas, entre la grande architecture et puis l'architecture dite vernaculaire ou moins scientifique. C'est un débat un peu complexe, notamment dans une école. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je crois beaucoup, oui, à cette culture de l'architecture des maîtres, comme Louis Kahn, comme Mies van der Rohe, comme d'autres plus récents. Mais ce n'est pas toujours de la grande architecture, au sens d'une architecture qu'on pourrait définir comme absolument universelle. J'ai du mal à répondre à votre question, je m'excuse, mais ce n'est pas simple. Mais j'aime bien ce bâtiment de Zumthor parce que justement, je trouve qu'il est entre vraiment la culture architecturale, ce principe de la table qui porte le ciel comme ça, là, et une dimension extrêmement locale. C'est comme si ce bâtiment qui n'a rien à voir, c'était quand même le parrain de ces petits greniers à foin. Et ça, j'aime beaucoup ça. Désolé, hein, je ne suis pas bon pour la réponse. Merci. Bonsoir, merci pour votre conférence. Alors, moi, je ne suis pas du tout étudiant en architecture et je me pose une question. Est-ce qu'à l'heure où le promoteur domine l'architecte, le politique déteste l'architecte et le public ne comprend plus le travail de l'architecte. Alors vous excuserez ma question un peu candide, mais est-ce que c'est pas à l'architecte lui-même de devenir et promoteur et politique et de remettre en relation le public avec le bâti? Merci. Je l'ai dit un peu quand même, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de faire ça en quelque sorte. D'essayer de faire ces petites opérations d'autoconstruction et d'être à la fois promoteur, politique, au sens où c'est nous qui décidons. À part ça, sur le rôle politique des architectes qui devraient être des élus, c'est vrai qu'on nous dit souvent, si vous êtes dans un petit village comme ça, pourquoi vous n'êtes pas aussi élu au conseil municipal et tout pour pouvoir peser sur ces questions? Bon, c'est une chose que je ne me sens pas de faire parce que je pense que si on est élu, on peut difficilement continuer à faire son métier comme si de rien n'était. Mais
Non, non. Effectivement, là, j'ai passé très vite la diapo qui est désespérée. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des réponses à cette situation et qu'elles vont venir de cette nouvelle génération d'architectes, sans doute, mais à condition de bien comprendre que l'architecture est une culture, justement. Ne pas partir complètement dans une vision qui ne serait justement que politique, parce que bien souvent, la vision sur l'environnement, c'est une espèce de discours voilà, un peu mou, mais qui a déjà des implications politiques très fortes. Et voilà, mais en tout cas, on essaye de faire nous-mêmes ce qu'on ne parvient pas forcément à trouver par ailleurs. C'est pareil sur la disparition des savoir-faire. Alors bon, les savoir-faire, il y en a qui peuvent mourir, hein, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que dans un village comme celui où on est, si vous voulez savoir faire un enduit à la chaux à l'extérieur, c'est très très important parce que la beauté de ce village, elle est faite aussi beaucoup de la qualité de ces enduits. Et les gens qui savent faire ça disparaissent. Donc en faisant nous-mêmes, on essaye de conserver un peu, on va essayer de conserver un peu de ces savoir-faire qui disparaissent. Mais je pense que l'évolution de la société et sans doute la crise beaucoup plus méchante à venir que celle actuelle, elle va nous obliger à nous réorganiser complètement, y compris dans la manière de produire les bâtiments. Pour moi, ça c'est mon impression. Je la partage un peu avec Simon Tessou, qui est assez proche du séminaire, que je vois assez souvent. Voilà, on a une vision à la fois très pessimiste de ce qui va advenir et à la fois assez optimiste sur les capacités dont vont pouvoir faire preuve les architectes pour se réorganiser et justement se ressaisir des problématiques qui sont vraiment les leurs et que personne ne peut leur voler en quelque sorte. Bon, tout ça, c'est un peu fumeux, hein, mais c'est assez vrai. Si vous pensez à la simplicité de la construction, voilà, comment on faisait une fenêtre avant, c'est tellement con. Aujourd'hui, on est incapable de faire une fenêtre nous-mêmes. Bonsoir. Je voulais revenir sur la question du dessin à la main dans votre pratique. Et savoir si vous réussissiez à oublier un petit peu l'outil informatique au quotidien dans votre travail. Et finalement, quel regard vous portez sur la question de la représentation de l'architecture dans les concours aujourd'hui? Parce que dans votre présentation, on voyait aussi beaucoup de dessins au début et un peu moins à la fin. Et justement, quel regard vous portez sur cette question de la représentation de l'architecture? Pour commencer par la fin de votre question, évidemment, moi, je ne supporte pas les perspectives hyper réalistes. Je ne sais pas pourquoi, c'est un truc qui me rend malade, même si on en fait, hein, des fois parce qu'on est obligé d'en faire. Mais c'est un truc que je me cache dès qu'il y a un dessin comme ça au bureau, je ne veux pas le voir. Mais bon, sans doute parce que je pense que ça nous oblige à formaliser quelque chose qu'on est justement pour le coup que l'on n'a pas le temps de formaliser. Hein, c'est pas en 2 mois, je ne vois pas comment on arrive à rendre la matérialité d'un bâtiment, son atmosphère, etc. En 2 mois, ça me paraît être un travail tellement énorme que ça me rend très très mal à l'aise. Mais j'en reviens au début de votre question. Pourquoi je tiens au travail à la main? Tout d'abord, tout simplement parce que voilà, je fais partie d'une génération qui a commencé avec ça, et puis que moi, j'ai jamais réussi à plonger dans l'ordinateur. Jamais. Mais tout le monde au bureau, en tout cas un grand nombre, travaille beaucoup avec un ordinateur, évidemment. Mais je vois dans la jeune génération ce désir de redessiner beaucoup à la main, à la table à dessin, où c'est toute une autre ambiance. Ces photos que j'ai montrées au début des architectes, vous voyez ce que ça représente quand même. C'est quand même quelqu'un qui a un dessin devant lui que l'on peut voir, que l'on peut discuter, voilà, qui n'est pas un truc sur un écran terrible où on ne voit pas les dessins. Mais plus profondément, je trouve, ce qui est terrible, c'est la question de l'échelle.
dans un projet, la question de l'échelle est extrêmement importante. C'est-à-dire vous résolvez des choses au 500e, vous en résolvez d'autres au 200e, vous en résolvez encore d'autres au 100e, au 50e, etc. Et c'est une construction progressive. Moi, j'ai l'impression, à voir les jeunes du bureau dessiner, que cette question de l'échelle, ça se comprend assez facilement, elle a explosé avec l'ordinateur. Parce que justement, on ne dessine plus à une échelle, on dessine à toutes les échelles, on zoome. Et ça, par contre, ça, je trouve ça vraiment très, très grave pour la conception de l'architecture. Parce que cette question de l'échelle, elle est primordiale. Quand vous dessinez au 500e, vous pouvez faire des tracés comme celui que j'ai montré sur le château Lafite. Si vous pouvez vous tromper de 5 mètres, c'est pas grave, ça donne la cohérence du projet, c'est la cohérence du projet au 500e. Après, elle va en trouver une autre à une autre échelle, etc. Mais il y a une espèce de perte de temps fantastique et de distraction, parce que plutôt que justement de se concentrer sur la beauté de son plan, sur les proportions de ses espaces, etc., on dessine des chiottes, on dessine des portes, on dessine des trucs dont on n'a rien à foutre, quoi. Et en tout cas, au 500e, pour commencer un projet. Et ça, je trouve, c'est important. Alors, pareil, je ne veux pas tenir un discours de vieux con. Je pense qu'il y a forcément des gens qui se servent d'un ordinateur pour concevoir et dessiner, qui sont tout à fait conscients de ça et qui savent faire attention à ça. Mais quand même, dans la jeune génération, je vois beaucoup de pertes de savoir liées à ce qu'est une échelle de représentation. Et ça me paraît important. En tout cas, je ne l'ai pas dit, mais moi, nous, on ne fait jamais, en très peu de perspectives, on fait on fait des maquettes sans arrêt. Des toutes petites au 500e, et puis après des plus grandes, et puis après des énormes. Moi, j'adore faire des maquettes. Mais je ne crois pas à la perspective. Je crois que ça les énerve quand je dis ça, mais je pense que c'est faux, une perspective. Les lumières vont s'éteindre. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je salue la conférence où vous avez plus parlé des autres que de vous, ce qui est très rare pour une conférence d'architecte. Et je voulais vous poser une question sur la notion de banalité et d'ordinaire, mais plutôt de banalité, c'est le terme qu'il employait, théorisé en son temps par Bernard Huet, puis un peu reprise par Jacques Lucan d'une certaine manière, notamment dans son dernier ouvrage sur Habiter. Est-ce que vous y voyez un futur plausible pour les jeunes architectes qui sont là, dans cette salle? La banalité en architecture. Oui. C'est employé dans différents sens, mais vous avez raison de parler de Jacques Lucan, qui était quelqu'un qui m'était cher, et qui est d'ailleurs, je crois qu'une des premières fois où j'étais invité dans une école, c'était sur une espèce de séminaire, ou en tout cas de petit cycle de conférences sur la banalité. Et c'était organisé à Marne-la-Vallée par Jacques et Odile Lucan. Non, je vais peut-être faire un pas de côté. Je trouve que c'est important, surtout, moi je suis très attaché à la lecture d'Aldo Rossi sur la ville. C'est-à-dire que je pense que la ville, les logements, ça doit être banal, justement. Ça doit être cette espèce de tissu où on n'a pas grand-chose à remarquer, si ce n'est la finesse du dessin, mais la banalité de l'architecture, elle est très importante dans le logement. Or, aujourd'hui, comme les architectes sont tellement frustrés, le logement devient toujours le lieu, bien souvent, d'une espèce d'expression, de trop-plein d'expression de la part des architectes, et on ne se promène plus dans des villes qui sont justement structurées sur la notion de tissu ordinaire, on peut employer un autre mot, que forme le logement dans la plupart des villes européennes, et sur l'exception, justement, mais on en revient à ce thème de l'origine structurelle ou textile, c'est-à-dire on pourrait presque dire que le logement, c'est plutôt du domaine textile, parce que justement, n'ayant pas grand-chose à prouver, et que les équipements sont plutôt de l'ordre
de la structure. En tout cas, la banalité, oui, dans ce sens-là, c'est une notion qui est importante et je trouve, je ne sais pas si c'est ça la banalité, mais quand on cherche de plus en plus à faire des opérations, enfin des bâtiments dont le résultat n'est que la juste expression d'un système constructif, on en revient aussi à une certaine banalité. Voilà, maintenant il faudrait que je retrouve mes notes de cette journée-là pour répondre mieux à votre question, mais en tout cas c'est quelque chose qui est, oui, ce thème de la banalité. D'ailleurs c'est Louis Kahn, je crois, qui lui pourtant voilà, est connu comme un des architectes les plus exceptionnels du XXe siècle, qui disait qu'un bon bâtiment doit être un bâtiment banal. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, je ne sais pas si c'est un rapport, mais croire que l'architecte est là pour faire des gestes partout et s'exprimer et ne pas servir le monde par la banalité, c'est dommage. Je suis désolé, on va plus pouvoir avoir le temps de prendre d'autres questions, mais merci pour cette conférence, pour les questions et pour les réponses.